Notre aventure a commencé alors que professeur au Muséum de Paris, je me trouvais en mission à New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verrait avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Et c'était signé J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. Depuis des mois, les milieux maritimes étaient troublés par des événements bizarres qui semaient la crainte sur les océans. Des navires étaient revenus au port avec les flancs déchirés à la suite d'une collision avec un écueil inconnu. Était-ce un narval gigantesque? Un engin sous-marin mystérieux? Les avis étaient partagés. Et pour débarrasser les mers d'un obstacle ou d'un ennemi qui pouvait être dangereux, les États de l'Union avaient décidé d'envoyer une frégate dans le Pacifique sur les lieux où le phénomène avait été signalé pour la dernière fois. J'avais reçu l'invitation un quart d'heure avant l'appareillage de la frégate. 10 minutes plus tard, je me trouvais à son bord, en compagnie de mon domestique, Conseil, qui, habitué à vivre dans le petit monde du jardin des plantes, était devenu un expert dans la classification des espèces. La frégate Abraham Lincoln était un superbe navire, le plus rapide de la marine américaine, et son commandant, un homme particulièrement décidé. Son armement était des plus modernes, et pour cette chasse un peu particulière, la Marine nationale avait engagé Ned Land, un Canadien français à la taille impressionnante, qui était le plus réputé des chasseurs de baleines du nouveau continent. Ned Land était d'ailleurs le seul à bord convaincu que l'adversaire mystérieux n'était ni un narval, ni une licorne géante. Durant plus de 4 mois, l'Abraham Lincoln parcourut le Pacifique sans rien apercevoir. Le 4 novembre, à 8 heures du soir, nous nous trouvions à moins de 200 milles du Japon et nous nous apprêtions à faire demi-tour, lorsque la voix de Ned Land, qui surveillait la mer, se fit entendre. « Ohé! La chose en question, sous le vent, par le travers à nous !» En un instant, ce fut le branle-bas sur le pont. Tous les yeux se fixèrent sur l'océan, et nous pûmes nous rendre compte qu'à 2 encablures de l'Abraham Lincoln, une masse sombre était illuminée par-dessous. Ce n'est qu'un simple phénomène de phosphorescence. Non, commandant. Regardez, cet étrange animal se dirige vers nous. La barre à droite! Machine en avant! Ordonna le commandant Farragut. Et la frégate s'éloigna du monstre, non pour prendre la fuite, mais parce que le commandant Farragut, très sagement, avait décidé de n'attaquer l'animal qu'avec le jour pour ne prendre aucun risque. Et l'on vit durant une partie de la nuit la tache lumineuse tourner autour du navire. À minuit, la lumière disparut brutalement. Il y eut un choc effroyable et je me retrouvai à la mer. Le brave Conseil, qui ne me quittait jamais, y était tombé avec moi. Et nous vîmes l'Abraham Lincoln s'éloigner, comme s'il lui était incapable de répondre aux appels désespérés que nous lui lancions. « Par ici! Par ici !» cria une voix dans la nuit noire. C'était Ned Land. Lui aussi avait été précipité à la mer, mais plus heureux que nous, il avait réussi à prendre pied sur un écueil. Un écueil qui n'était autre que le mystérieux adversaire. « Vous vous êtes trompé, monsieur le professeur. Ce n'est pas un animal, mais un engin des hommes. » Nous nous trouvions en effet sur des plaques de tôle rivetées entre elles. Des plaques tellement épaisses qu'il paraissait impossible que l'on puisse entendre à l'intérieur les coups que nous frappions. Lorsque le jour parut, un bruit de ferrure se fit entendre. Une plaque se souleva et un homme sortit des entrailles du monstre. Il nous aperçut, poussa un cri, et 8 gaillards, le visage masqué, sortirent à leur tour pour se précipiter sur nous et nous entraîner dans la formidable machine. Ce fut dans une cabine de 20 pieds sur 10 de large qu'on nous enferma. La nuit y était totale, mais après une demi-heure d'attente, une lumière violente tomba du plafond et un panneau s'ouvrit, livrant passage à 2 hommes. L'un, petit et rablé, trahissait une origine méridionale. L'autre nous impressionna beaucoup plus. On le sentait confiant en lui, énergique, d'une remarquable intelligence, et vraisemblablement d'une grande franchise. Ce personnage avait-il 35 ou 50 ans? Il était impossible de le dire. Mais dès son apparition, la noblesse de ses traits me rassura sur notre avenir. Ne pouvant définir sa nationalité, je lui expliquai en français qui nous étions et ce qui nous était arrivé. Aucun des 2 hommes n'ayant réagi, nous pensâmes qu'il n'avait pas compris, et Conseil, qui était d'origine flamande, leur fit le même discours en allemand, puis Ned Land en anglais.
Les deux hommes avaient continué à ne pas réagir ou à ne pas comprendre. Le plus grand des deux nous observa attentivement encore un instant, puis ils sortirent. La porte se referma pour s'ouvrir quelques minutes plus tard sur un steward. Sans un mot, il déposa sur la table de bois placée au centre de la pièce les plats de notre repas, protégés par des cloches d'argent. Tout était en argent d'ailleurs dans le service de table, et chaque ustensile était marqué de la lettre N, avec autour une devise, Mobilis in mobili, mobile dans l'élément mobile. Une devise qui s'appliquait parfaitement à cette mystérieuse machine. « En tout cas, nous ne mourrons pas de faim !» s'exclama Ned Land, qui était davantage porté sur les nourritures du corps que sur celles de l'esprit. Le repas qui nous avait été servi se composait exclusivement de choses de la mer. Les mets étaient délicieusement apprêtés. Par contre, le pain et le vin manquaient totalement, ce qui eut le don de mécontenter le Canadien. Se voir voué à l'eau, même si elle était claire, le plongea dans le plus profond désespoir. Dès lors, il n'y eut plus de doute pour lui. Nous étions prisonniers. Il fallait s'évader. Et lorsque le steward revint pour desservir, il lui sauta à la gorge. « Du calme, maître Land !» C'était le plus grand de nos deux premiers visiteurs qui venait d'entrer. Il parlait donc le français, ainsi que l'allemand, l'anglais et quelques autres langues. Le récit identique que chacun d'entre vous m'a fait m'a prouvé que vous disiez la vérité. Je vous connais, monsieur le professeur, j'ai lu votre livre sur les fonds sous-marins, et je devrais bénir le hasard qui me donne un si brillant compagnon d'études. Il n'en reste pas moins que vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement, reconnaissez-le. Involontairement? Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vous avez pris place à son bord? Je tentais de lui expliquer ce qui se passait en Amérique et en Europe, l'inquiétude dans laquelle l'apparition d'un monstre mystérieux avait plongé les gens de la mer. « Monsieur Aronnax, m'interrompit-il, pouvez-vous m'assurer que votre frégate ne m'aurait pas canonné, même si l'on s'était rendu compte à son bord que mon sous-marin n'était pas un monstre? » Il faut l'avouer, je ne trouvais rien à lui répondre. « J'ai donc le droit de vous traiter en ennemi, et j'aurais très bien pu vous laisser sur la plateforme de ce navire. Je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez existé. »« C'est peut-être le droit d'un sauvage, lui répondis-je, pas celui d'un homme civilisé. »« Monsieur le professeur, je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé. J'ai rompu avec la société, pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ses règles, et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi. Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y achetez. Vous y serez libre, et en échange de cette liberté, je ne vous imposerai qu'une seule condition. « Parlez, monsieur, lui répondis-je. Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines. Désirant ne jamais employer la violence, j'attends de vous dans ce cas une obéissance passive. » Nous n'avions pas le choix, il fallait accepter. « Mais lorsque vous dites que nous serons libres, aurons-nous la liberté de retourner un jour vers notre patrie, nos parents? » Monsieur le professeur, vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit connaître. Le secret de mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître jamais? C'était clair et net. Nous ne disposerions que de la liberté que le prisonnier a de parcourir sa prison. Toutefois, le capitaine ne nous demandait pas notre parole de ne jamais tenter de nous évader. Un espoir subsistait, et nous pouvions accepter ces conditions. Encore une question, monsieur. De quel nom dois-je vous appeler? Je ne suis pour vous que le capitaine Nemo, et vous êtes les passagers du Nautilus. Le capitaine appela le steward et lui dit quelques mots dans une langue incompréhensible en lui désignant mes deux compagnons. « Quant à vous, monsieur le professeur, je crois pouvoir vous dire que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord. Vous allez voyager dans le pays des merveilles, voir ce qu'aucun homme n'a jamais vu. Car moi et les miens, nous ne comptons plus. Si vous voulez me suivre. » Le Nautilus était une merveille de la technique. Il faisait 70 mètres de long pour 8 mètres de haut.
Il pouvait atteindre en plongée, grâce à ses moteurs électriques, une vitesse de 50 000 à l'heure. Sa double coque lui donnait une résistance qui lui permettait de descendre jusqu'aux plus grandes profondeurs et d'ignorer superbement n'importe quelle canonnade. À l'avant, un éperon d'acier en faisait un redoutable adversaire, et de grandes baies de cristal renforcées, placées dans le salon, permettaient, lorsqu'on en faisait glisser les plaques de protection, de voir jusqu'à un demi-mille les fonds sous-marins éclairés par de puissants réflecteurs. L'équipage, je n'ai jamais réussi à savoir de combien d'hommes il se composait. Ils paraissaient être de toutes les nationalités, et ces hommes parlaient entre eux, à l'exclusion de tout autre, une langue incompréhensible, vraisemblablement inventée pour eux. Tout était électrique à bord, l'éclairage, le chauffage, les moteurs. Et cette électricité, le capitaine Nemo la tirait de la mer, comme la nourriture et même le tissu qui servait à confectionner les vêtements. Le Nautilus pouvait vivre seul au milieu des mers en ignorant le reste du monde, et c'était justement pour ignorer le monde que le capitaine Nemo l'avait créé. Que s'était-il passé dans la vie de cet homme pour qu'il en arrive à cette extrémité? C'est tout juste si les mois que nous allions vivre ensemble allaient me permettre de soulever un petit coin du voile, sans jamais parvenir d'ailleurs à savoir qui il était. Ce fut le capitaine Nemo lui-même qui me fit les honneurs de son navire, et mon émerveillement fut à son comble lorsqu'il me fit visiter l'appartement qui lui était réservé et dans lequel j'allais vivre à ses côtés. La salle à manger de 5 mètres était d'un goût assez sévère, mais sur les rayons des 2 dressoirs de chêne incrustés d'ébène qui s'élevaient aux 2 extrémités, on voyait resplendir des faïences, des porcelaines, des verreries, d'un prix inestimable. La bibliothèque qui y faisait suite contenait plus de 12 000 volumes. Quant au salon, long de 10 mètres et large de 6, on ne pouvait imaginer une telle accumulation de chefs-d'œuvre. Les plus grands peintres de l'histoire y figuraient auprès d'admirables réductions de marbre et de bronze. « Monsieur, ne puis-je m'empêcher de lui dire, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste? Un amateur tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. » Auprès des chefs-d'œuvre créés par les hommes, il y avait aussi dans d'élégantes vitrines les chefs-d'œuvre créés par la nature, une profusion de coquillages rares, des perles inestimables. Vous avez de quoi faire pâlir de jalousie n'importe quel muséum de la Terre. Sans doute, mais pour moi ces richesses ont un charme de plus. Je les ai toutes recueillies de ma main. Il n'y avait que la chambre du capitaine qui était d'une rigueur extrême. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette, et, suspendus aux parois, quelques eaux-fortes représentant les hommes dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement à une grande idée humaine. Kosciuszko, le héros de la Pologne, Botzaris, le Léonidas de la Grèce moderne, O'Connell, le défenseur de l'Irlande, Washington, Lincoln, Cone Brown, le martyr de l'affranchissement de la race noire. Était-ce dans ces portraits qu'il fallait aller chercher le secret du capitaine Nemo? Je m'étonnais qu'un homme qui accrochait ces portraits dans sa chambre ait tenté de couler l'Abraham Lincoln. Je n'ai pas voulu le couler, monsieur. Je me suis contenté d'arracher son gouvernail pour qu'il ne puisse plus me traquer. Mais les abordages qui se sont produits en mer, ils sont dus à des causes fortuites. Il paraissait sincère, et j'acceptais de le croire. Le capitaine Nemo me conduisit à ma chambre, qui était contiguë à la sienne, et après m'avoir précisé que je pouvais user à loisir de son salon et de sa bibliothèque, il me convia à sa table pour le repas du soir. Un repas au cours duquel nous parlâmes de la construction du Nautilus dans une île déserte et de la fortune qu'il avait coûté. « Vous êtes donc riche ?» me hasardai-je à demander. « Riche à l'infini, monsieur. » Ni le lendemain, ni les jours suivants, nous ne vîmes le capitaine Nemo. Il restait dans sa cabine, s'y faisant servir ses repas. Se livrait-il au travail ou à la méditation? Je l'ignore. Quelquefois, la nuit, je l'entendais jouer de l'orgue, qui se trouvait dans le salon.
c'étaient toujours des airs d'une infinie tristesse qui trahissaient le désespoir de son âme. Le capitaine Nemo m'avait laissé la disposition de son salon et de sa bibliothèque. Conseil et Ned Land venaient m'y rejoindre, et nous y passions de longues heures, lorsque les panneaux de protection étaient ouverts, à admirer les fonds illuminés de la mer. C'était un spectacle fantastique. Ned Land, en bon pêcheur, donnait le nom des poissons que nous apercevions, et Conseil les classait. À eux deux, ils auraient fait un excellent naturaliste. Chaque jour, à midi, le Nautilus faisait surface, et un panneau s'ouvrait pour que l'on puisse accéder à la plateforme. C'était l'heure du point, et le premier jour, je m'attendais à y trouver le capitaine Nemo. Ce fut son second qui monta. Il observa la mer, contrôla la hauteur du soleil, puis, se tournant vers le panneau, il dit dans le langage que les hommes de l'équipage utilisaient pour communiquer entre eux « Notron respok lornivir ». C'est une phrase que je devais entendre tous les jours, sans jamais comprendre ce qu'elle voulait dire. Le 16 novembre, soit 9 jours après notre arrivée à bord du sous-marin, je trouvais dans ma chambre un billet ainsi libellé « Le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronnax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans les forêts de l'île Crespo. Ses compagnons pourront se joindre à lui. » Je n'avais pas revu le capitaine Nemo depuis notre première entrevue, et je m'étonnais que cet homme de la mer, ayant rompu tout lien avec la terre, se rende sur une île pour y chasser. J'allais éprouver une certaine surprise. Ce fut dans la salle à manger que le lendemain matin, le capitaine Nemo m'accueillit. Un copieux repas nous y attendait. « Mangez, monsieur le professeur, car si je vous ai promis une promenade en forêt, je ne me suis pas engagé à vous y faire rencontrer un restaurant. » Je m'étais complètement trompé. Ce n'était pas dans une forêt de l'île que le capitaine Nemo m'invitait à chasser, mais dans une forêt sous-marine. Il me l'expliqua au cours du repas. Les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière, ni sa chaleur. Par contre, si l'on n'y rencontre aucun lion, ni tigre, on peut y trouver des animaux aussi féroces. Le repas terminé, on nous conduisit dans un sas où l'on nous revêtit de scaphandres améliorés par le capitaine Nemo, des scaphandres qui donnaient une autonomie de 9 à 10 heures. Ned Land avait refusé de faire partie de l'expédition, n'envisageant pas de se promener au-dessous de cette mer qu'il avait l'habitude de dominer. Quant à Conseil, il s'était contenté de répondre « Je suis monsieur, partout où va monsieur ». On nous confia des carabines à air lançant des balles électriques, capables de foudroyer les plus gros animaux, et le sas ayant été rempli d'eau, nous nous engageâmes, Nemo, Conseil, un membre de l'équipage du Nautilus et moi-même, dans le monde fantastique de l'univers sous-marin. Le Nautilus ne se trouvait qu'à 10 mètres de profondeur, et nous avancions, aussi libres de nos mouvements qu'à la surface de la Terre, sur un sable fin qu'aucune ride ne marquait. Des poissons passaient autour de nous, indifférents à notre présence, et après avoir suivi durant quelque temps une pente descendante, nous arrivâmes devant une forêt dont le spectacle nous éblouit. Aucune branche ne se courbait vers le sol comme sur la terre. Toutes, au contraire, montaient vers la surface de l'océan. Durant un temps qui me parut trop court, nous nous promenâmes au milieu de ces grandes plantes arborescentes atteignant jusqu'à 15 mètres de haut. Puis, le moment fut venu de prendre quelque repos. J'allais m'allonger sur le sable, lorsque mon attention fut attirée par une monstrueuse araignée d'au moins 1 mètre qui me regardait, prête à s'élancer sur moi. Le capitaine Nemo et son compagnon se précipitèrent, et d'un grand coup de crosse, ils étendirent à mes pieds le hideux crustacé. Ce n'était pas la seule émotion que je devais éprouver. Nous revenions vers le Nautilus, et le capitaine n'avait jugé digne d'un coup de fusil aucun des animaux que nous avions rencontrés, lorsque d'un geste brusque il me précipita sur le sol, tandis que son compagnon en faisait de même avec Conseil. Je m'interrogeais sur la raison de cette brutale agression, lorsque le capitaine, qui ne pouvait me parler sous son casque de plongée, m'indiqua du geste 2 énormes masses qui approchaient. C'était un couple de Tintorea, des requins redoutables. Je ne sais si Conseil, selon son habitude, essayait de les classer, mais pour ma part, je restais immobile, glacé d'effroi. Par chance, ces animaux voient mal. Ils passèrent, et nous pûmes en toute tranquillité regagner le Nautilus.
Pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à quelques rares intervalles, et avec mes compagnons, nous ne rations pas une occasion, lorsque le Nautilus faisait surface, d'aller nous dégourdir les jambes sur la plateforme. C'est ainsi que régulièrement nous pûmes assister aux pêches du Nautilus. Il traînait derrière lui un énorme chalut que les hommes ramenaient après quelques heures, et qui était invariablement plein d'une fabuleuse quantité de poissons. Ce poisson d'ailleurs, même s'il était merveilleusement cuisiné, commençait à lasser Ned Land. Il ne rêvait que de viande rouge, de pain et de vin, toutes choses qui étaient absentes de la table du Nautilus. Ce manque de renouvellement des menus n'était pas pour rien dans le vœu qu'il exprimait sans cesse de s'enfuir un jour du navire. Il avait même envisagé que nous maîtrisions l'équipage. Pour ma part, même si je souhaitais, comme lui, recouvrer un jour la liberté, je me prenais à souhaiter au fond de moi-même que cette expérience de navigation sous-marine continue encore quelque temps. Elle m'apprenait tant de choses. Le 4 janvier, nous avions parcouru plus de 4000 lieues sous le Pacifique, lorsque le capitaine Nemo vint m'annoncer que son intention était de gagner l'océan Indien en passant par le détroit de Torrès. Ce détroit qui sépare l'Australie de la Nouvelle-Guinée est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Une multitude d'îlots, de brisants, de rochers y rend la navigation presque impraticable. Je me demandais comment le Nautilus, même avec ses moyens techniques et la dextérité de son capitaine, se tirerait de l'épreuve. À 3 heures de l'après-midi, le sous-marin avait fait surface et je me trouvais sur la plateforme lorsqu'une secousse me renversa. « Un accident ?» demandai-je au capitaine qui venait d'apparaître. « Un incident seulement. Le Nautilus a touché un écueil. La marée nous sortira de là. » Je faisais remarquer au capitaine que les marées étaient très faibles dans le Pacifique et que le Nautilus s'était échoué au moment de la pleine mer. « C'est aujourd'hui le 4 janvier. Dans 5 jours, ce sera la pleine lune. Je serais étonné que ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ses masses d'eau et ne me rende pas un service que je ne veux devoir qu'à lui. Le 9 janvier à 15h15, nous reprendrons notre voyage, monsieur Aronnax. » Nous nous trouvions à 2 milles de l'île Gueboroa. Si vous-même et vos compagnons voulez en profiter pour descendre à terre, vous pouvez disposer du canot du bord. Je fus stupéfait d'entendre ces paroles, et Ned Land, à qui je les répétais, crut que le moment était venu pour nous de tenter l'évasion. Il avait remarqué ce canot ponté, parfaitement étanche, rivé dans une cavité de la coque, et il avait décidé de s'en emparer pour fuir, le jour où le Nautilus passerait à proximité d'une côte. Mais de là à ce que le capitaine Nemo nous le propose lui-même, attendons d'abord de voir ce qu'est cette île. Le lendemain, armés de fusils et de haches, nous mettions pied à terre. L'île paraissait hospitalière, mais Ned Land n'en ramena aucune de ces viandes rouges dont il rêvait depuis notre arrivée à bord du Nautilus. Seulement des noix de coco, des bananes et des fruits de l'arbre à pain qui, bien préparés, pouvaient nous donner l'illusion de ce pain dont nous étions privés. Le lendemain, il eut plus de chance. Il abattit quelques perroquets. Et le surlendemain, nous tombâmes sur une troupe de kangourous qui nous laissa une intéressante provision de viande. Cette île est peut-être à l'écart des routes maritimes, mais elle me paraît assez riche pour que nous puissions y attendre le passage d'un navire. Ned Land venait à peine de faire cette réflexion lorsqu'une pierre s'abattit à nos pieds. Nous étions attaqués par des papous. Il n'était pas question que nous servions de repas à des anthropophages, et en moins d'un instant, ayant sauté à bord du canot, nous reprenions sagement la direction du Nautilus. Le capitaine Nemo savait ce qu'il faisait en nous laissant libres d'aller à terre. Nous ne risquions pas d'abuser de sa générosité. Le 9 janvier, à l'heure prévue, le Nautilus reprenait son voyage et, durant des jours, nous parcourûmes l'océan. Le 18 janvier, c'était dans l'océan Indien que nous nous trouvions. Lorsque le sous-marin ayant fait surface, je me rendis compte qu'il y avait une certaine effervescence à bord. Le capitaine Nemo et son second observaient avec insistance la ligne d'horizon. Il y avait de la haine dans leurs yeux. Et c'est le visage profondément altéré que le capitaine se tourna vers moi. « Monsieur, le moment est venu de respecter un des engagements que vous avez pris envers moi. »« Lequel, s'il vous plaît ?»«
celui de vous laisser enfermer lorsque je le jugerai nécessaire. On nous conduisit, mes compagnons et moi, dans la pièce qui nous avait abrités au moment de notre arrivée. On nous y servit un consistant repas, mais à peine l'avions-nous achevé qu'un profond sommeil s'empara de nous. Un puissant soporifique avait été mêlé aux aliments qu'on nous avait servis. Le lendemain, lorsque je me réveillai, je me trouvais dans ma chambre et le capitaine Nemo se tenait à mes côtés. « Êtes-vous médecin, monsieur Aronnax ?» Je l'étais, en effet. Il me conduisit à l'arrière du navire auprès d'un homme d'une quarantaine d'années qui gisait sur son lit, la tête emmaillotée de linge sanglant. La blessure était horrible. Le crâne fracassé par un instrument contondant laissait apparaître la cervelle. « D'où vient cette blessure ?» demandai-je. « Un choc du Nautilus a brisé un des leviers de la machine qui a frappé cet homme. » « Votre avis sur son état ? Vous pouvez parler, il n'entend pas le français. »« Cet homme sera mort dans 2 heures. »« Rien ne peut le sauver. »« Rien. » Alors la main du capitaine Nemo se crispa, et quelques larmes glissèrent de ses yeux, que je ne croyais pas faits pour pleurer. Le lendemain, le capitaine Nemo m'avait convié, ainsi que mes compagnons, à une étrange promenade. Vêtus de nos scaphandres, nous avancions au milieu de taillis de coraux, suivis par une douzaine de membres de l'équipage. 4 d'entre eux portaient sur leurs épaules un objet de forme oblongue. Lorsqu'après 2 heures de marche sur un fond à pente douce, nous arrivâmes à 300 mètres de profondeur, les coraux ne formaient plus de taillis, mais une forêt immense d'arbres pétrifiés qui lançaient sous la clarté de nos lampes des milliards d'éclats irréels. Arrivé au centre d'une clairière, le capitaine Nemo s'arrêta et ses hommes se groupèrent en demi-cercle autour de lui. Le sol était gonflé de légères extumescences sur lesquelles veillait une croix de corail qu'on aurait cru faite de sang pétrifié. Le capitaine désigna un endroit non loin de cette croix. Ses hommes creusèrent une tombe et l'objet oblong y fut déposé. J'avais compris. C'était le corps du blessé qui était mort dans la nuit. « C'est là notre paisible cimetière », m'expliqua le capitaine lorsque, le soir, nous nous retrouvâmes dans le salon. « Du moins vos hommes y dorment-ils tranquilles, hors de l'atteinte des requins ?»« Des requins et des hommes, » me répondit gravement le capitaine Nemo. Nous restâmes plusieurs semaines sans voir le capitaine, et si, durant les heures de la nuit, je ne l'avais pas entendu jouer de l'orgue, j'aurais fini par croire qu'il ne se trouvait plus à bord. Cet homme mystérieux nous troublait énormément. Conseil s'entêtait à croire que c'était un savant méconnu qui rendait à l'humanité mépris pour indifférence. Moi, j'estimais qu'il ne se contentait pas de fuir les hommes, et que son fantastique engin servait non seulement ses instincts de liberté, mais peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représailles. Que s'était-il passé le jour où il nous avait fait enfermer? Comment le marin était-il mort? J'avais vu son émotion au chevet du blessé. Je voyais tous les jours sa générosité à notre égard. Fallait-il haïr cet homme ou l'admirer? Était-il victime ou bien bourreau? Nous parcourions depuis des semaines l'océan Indien, lorsque le 28 février, le capitaine Nemo apparut enfin. « Nous sommes à proximité de l'île de Ceylan. Vous plairait-il, monsieur le professeur, de visiter une pêcherie de perles ?» C'était une proposition qu'on ne pouvait refuser. « Je vous préviens cependant, en cette saison, la pêche n'a pas commencé, et nous les trouverons désertes. Il faudra faire attention aussi aux requins, qui infestent ces parages. » J'avais appris à faire confiance au capitaine Nemo. En sa compagnie, les requins ne pouvaient pas m'effrayer. Et le lendemain, Conseil, Ned Land et moi-même le suivions dans des eaux transparentes, armés seulement pour nous défendre de solides poignards. Ned Land, pour sa part, avait jugé utile d'emmener aussi un harpon. À 7 heures du matin, nous arpentions dans une clarté irréelle
les bancs d'huîtres perlières. Il y avait des millions de coquillages, et j'aurais bien voulu les étudier de plus près, mais le capitaine Nemo nous entraînait le long d'une pente rapide, vers une grotte obscure, dans laquelle il pénétra le premier. En son centre se trouvait une huître de dimension extraordinaire. Le capitaine introduisit son poignard pour écarter un peu les valves, et j'aperçus à l'intérieur une perle d'une limpidité parfaite, grosse comme une noix de coco. J'étendis la main pour la soupeser, mais le capitaine me fit signe de ne pas y toucher. Il retira son poignard, et les valves se refermèrent. À n'en pas douter, il connaissait depuis longtemps l'existence de cette perle, et notre expédition n'avait pour but que de lui donner l'occasion d'en surveiller la croissance. Nous revenions vers la surface lorsque le capitaine Nemo nous fit signe de nous dissimuler. Un plongeur montait et replongeait en s'aidant d'une pierre attachée à une corde qui lui permettait de descendre plus vite. Il ne fallait pas qu'il nous aperçoive. Soudain, une ombre gigantesque apparut au-dessus du malheureux. Un requin d'une taille impressionnante avançait les mâchoires ouvertes. Il se jeta sur le plongeur qui, d'un mouvement de côté, parvint à l'éviter. Mais un terrible coup de queue de l'animal l'étendit sur le sol sans connaissance. Et le requin s'apprêtait à charger une seconde fois l'homme retenu par sa corde. Alors le capitaine Nemo, son poignard à la main, marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui. Le requin se précipita sur lui. Le capitaine l'évita et lui plongea son poignard dans le ventre. Le combat pour autant n'était pas terminé, mais le sang jaillit, la mer se teignit de rouge, et à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Dans une éclaircie toutefois, j'aperçus après un moment l'audacieux capitaine cramponné à l'une des nageoires du monstre et lui labourant le ventre à coups de poignard qui, hélas, ne parvenait pas à atteindre le cœur. Sur une secousse de l'animal, le capitaine tomba sur le sol. Les énormes mâchoires s'ouvrirent pour le happer, mais un nouveau flot de sang jaillit de la bête. Ned Land, de son harpon, l'avait frappé au cœur. Il restait maintenant à secourir le pêcheur qui gisait toujours inanimé. Conseil et le capitaine Nemo le remontèrent à la surface, après l'avoir libéré de sa corde de plongée, et par de vigoureuses frictions, le ramenèrent à la vie. Je vis alors le capitaine tirer de la poche de son scaphandre un sachet de perles, et le remettre au pêcheur. À notre retour, je m'étonnais de ce geste de la part d'un homme qui voulait ignorer ses semblables. « Cet Indien, monsieur le professeur, me répondit le capitaine, est un habitant du pays des opprimés. Je suis encore et je serai toujours de ce pays-là. » Après l'océan Indien, nous entrâmes dans la mer Rouge, cette mer que depuis la plus haute antiquité, les marins ont toujours redoutée pour ses terribles tempêtes. Ce qui m'étonnait surtout, c'était que le capitaine Nemo s'y engage. La mer Rouge forme un cul-de-sac, et il allait nous falloir faire demi-tour pour poursuivre notre voyage. Pas le moins du monde, monsieur le professeur. C'est d'ici que nous atteindrons la Méditerranée. À travers les terres? Non, par-dessous. Au cours de ses voyages à travers les océans, le capitaine Nemo avait découvert un passage sous-marin qui unissait les deux mers. Il l'avait baptisé l'Arabian Tunnel. Et lorsque nous arrivâmes en vue du phare de Suez, il me proposa de l'accompagner au poste de pilotage, d'où il allait diriger la manœuvre. Ce poste de pilotage était une cage placée à l'avant du navire, où 4 hublots de verre lenticulaire permettaient de surveiller la mer. Le capitaine Nemo prit la roue du gouvernail des mains du timonier, et nous nous enfonçâmes au-dessous des flots. Il était 10h15 lorsque le Nautilus s'engagea dans l'Arabian Tunnel. Les flots qui se précipitaient de la mer Rouge vers la Méditerranée le saisirent, l'emportèrent à une vitesse vertigineuse, et à 10h35, nous étions en Méditerranée, sans que j'aie pu voir autre chose que des sillons de feu tracés par la vitesse sous l'éclat de l'électricité. Notre arrivée en Méditerranée avait ravivé chez Ned Land le désir de fausser compagnie au capitaine. Il faut que nous profitions de la proximité de pays civilisés pour nous emparer du canot et gagner la terre. Je savais que Ned avait raison, que jamais le capitaine Nemo ne nous rendrait la liberté, et qu'un jour ou l'autre, il nous faudrait bien arriver à cette extrémité.
Seulement, il faut que nous soyons assurés de réussir, car si nous échouions, le capitaine Nemo ne nous pardonnerait pas. Était-ce parce qu'il devinait nos intentions? Était-ce parce qu'il voulait éviter d'être remarqué par les nombreux navires que nous rencontrions? Le capitaine Nemo fit naviguer en permanence le Nautilus au-dessous de la surface des eaux. Nos chances de nous évader étaient réduites à néant. Le 14 février, nous nous trouvions au large de la Crète, et par les baies du Salon, nous observions les fonds sous-marins, lorsqu'au milieu des eaux, un homme apparut. Un naufragé sans doute, il faut le sauver. Le capitaine Nemo ne me répondit pas, et vint s'appuyer à la vitre. L'homme se rapprocha, et la face collée au panneau, il nous regarda. À ma grande stupéfaction, le capitaine Nemo lui fit un signe de la main, l'homme lui répondit, remonta immédiatement vers la surface, et disparut. « Ne vous inquiétez pas, dit le capitaine. C'est Nicolas, un plongeur du Cap Matapan. »« Vous le connaissez ?»« Pourquoi pas, monsieur Aronnax. » Cela dit, le capitaine Nemo ouvrit un panneau du salon, et je vis une armoire renfermant un grand nombre de lingots d'or. Il les prit un à un pour les ranger dans un coffre, qu'il remplit entièrement. J'estimais qu'il y en avait pour plus de 1000 kilos. 4 marins emportèrent le coffre, et le capitaine Nemo se tourna vers moi. « Et vous disiez, monsieur le professeur ?»« Je ne disais rien, capitaine. » Je ne dormis pas très bien cette nuit-là. La scène à laquelle j'avais assisté m'avait intrigué, et je me posais des tas de questions. À un moment, le Nautilus fit surface, et j'entendis l'équipage mettre le canot à la mer. 2 heures plus tard, il revenait. Vers quel mystérieux correspondant s'était-il rendu? À qui le capitaine Nemo avait-il remis autant d'or? Je ne devais avoir la réponse que plus tard. Il ne nous fallut que 48 heures pour parcourir la Méditerranée. Le Nautilus paraissait pressé de quitter cette mer trop fréquentée, et il avançait de toute la puissance de ses machines. Cela ne nous empêchait pas de découvrir une multitude d'épaves, car la Méditerranée, fréquentée depuis les origines de l'humanité, est certainement le plus grand cimetière de navires que l'on puisse imaginer. Là, c'étaient les restes d'un vaisseau grec, ailleurs, ceux d'une galère romaine, ailleurs encore, un vaisseau de notre temps qui avait disparu corps et biens. Le 18 février, en eau profonde, nous passions Gibraltar. Le soir, vers 9 heures, un léger choc me fit deviner que le Nautilus venait de se poser sur le fond de l'océan. Le capitaine Nemo entra dans le salon. « Savez-vous, monsieur le professeur, votre histoire de l'Espagne ?»« Très mal, je l'avoue. » En 1702, Philippe V étant roi, on attendait à Cadix un convoi chargé d'or et d'argent qui venait des Amériques. Une flotte de 22 vaisseaux français commandés par l'amiral de Château-Renaud le protégeait. Apprenant que des navires anglais se trouvaient sur sa route, l'amiral de Château-Renaud fit détourner le convoi vers la baie de Vigo. C'était une baie mal protégée, les Anglais attaquèrent, et plutôt que de voir ses torts tomber entre leurs mains, Château-Renaud fit saborder les galions. « Eh bien ?» demandai-je, ne comprenant pas très bien pourquoi le capitaine Nemo me racontait cette histoire. « Eh bien, monsieur le professeur, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. » Les panneaux qui protégeaient les baies glissèrent, et j'aperçus dans la clarté des réflecteurs des hommes du Nautilus qui, revêtus de leurs scaphandres, s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, d'où s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. C'était ici que le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les milliards dont il lestait son Nautilus. J'ai noté sur ma carte sous-marine 1000 lieux semblables où je peux ramasser ce que les hommes ont perdu. Comprenez-vous maintenant que je sois riche à l'infini? Mais tous ces torts dont vous n'avez nul besoin et qui pourraient soulager tant de misère, trouvez-vous normal qu'ils soient stériles pour les hommes? Stériles.
Croyez-vous donc, monsieur, que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées, des misérables à soulager, des victimes à venger? Ne comprenez-vous pas qu'il... Mais le capitaine Nemo s'interrompit, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Oui, j'avais compris. J'avais compris que le capitaine Nemo, quelle que soit la raison qui l'avait poussé à rechercher l'indépendance sous les mers, était resté un homme. J'avais compris que son cœur palpitait encore aux souffrances de l'humanité, que son immense charité s'adressait aux races asservies. J'avais compris que les 1000 kilos d'or transportés en pleine nuit par le canot du Nautilus étaient destinés à la Crète insurgée. Le lendemain 19 février, il était 11 heures du soir lorsque le capitaine Nemo me rendit dans ma chambre une visite inattendue. « Je vous propose, monsieur, une excursion qui sera pour vous du plus grand intérêt. Venez, allons revêtir nos scaphandres. » C'était chaque fois de jour que nous nous étions engagés à pied sous la mer. Cette fois, il faisait nuit, et de plus, nous étions seuls. Le capitaine Nemo avait jugé inutile que nous emportions nos lampes électriques. Je m'en étais étonné, mais à peine sorti du Nautilus, il me montra dans le lointain une sorte de large lueur rougeâtre qui brillait à 2000 environ. Ce qu'était ce feu sous-marin, quelle matière l'alimentait, je n'aurais pu le dire. En tout cas, il nous éclairait suffisamment pour que nous puissions avancer dans les ténèbres. Après une demi-heure de marche, le sol devint rocailleux, et nous entreprîmes l'ascension de cette montagne sous-marine, au sommet de laquelle brillait cette clarté étrange. À ma grande stupéfaction, je me rendis compte que les taillis au milieu desquels nous avancions n'étaient pas faits d'algues, mais d'arbres morts, des arbres sans feuilles, minéralisés sous l'action des eaux. Vers quel monde mystérieux le capitaine Nemo me conduisait-il? Lorsqu'après 2 heures de marche nous arrivâmes au sommet du volcan, car cette étrange montagne était un volcan, vomissant sa lave enflammée sous la surface des eaux, je découvris au pied de l'autre versant une immense plaine que le cratère éclairait, et dans cette plaine, une ville détruite, avec ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués. Mais où étais-je? Où étais-je? Le capitaine Nemo, ramassant sur le sol une pierre crayeuse, traça sur un roc de basalte noir ce seul mot: Atlantide. Ainsi, je me trouvais en face de cette île légendaire qu'une épouvantable irruption volcanique aurait anéantie il y a des millénaires. En face de ce pays dont l'existence a toujours divisé les savants, et que je voyais de mes propres yeux. Je ne sais combien de temps nous restâmes immobiles devant ces ruines fabuleuses. Puis nous reprîmes la direction du Nautilus, dont le fanal brillait dans le lointain. Le lendemain 20 février, je me réveillai fort tard. Le Nautilus poursuivait sa course dans l'Atlantique, et encore sous l'impression de ce que j'avais vu, j'eus beaucoup de peine à m'intéresser aux exercices de classement qui occupaient Conseil, lorsque les baies étant dégagées, il voyait défiler les poissons. La nuit suivante, dans mon sommeil, je revis encore l'Atlantide. À mon réveil, le Nautilus était immobile, et plus silencieux encore qu'à l'ordinaire. Quelle ne fut pas ma surprise, en débouchant sur la plateforme, de me rendre compte que nous étions mouillés dans une vaste caverne souterraine qu'illuminaient les projecteurs du sous-marin. Ce n'est pas une caverne, monsieur Aronnax, mais le cratère d'un volcan que les eaux ont envahi et qui communique avec l'océan. Et le capitaine Nemo m'expliqua qu'il y faisait régulièrement escale pour se procurer la houille dont il avait besoin pour faire son sodium et son électricité. La caverne n'était pas coupée du monde extérieur. L'ouverture du cratère y laissait pénétrer l'air vivifiant du dehors et aussi, probablement, quelques oiseaux que Ned Land brûlait de chasser. Comme j'ai ici une réserve de sodium, nous ne nous arrêterons qu'une journée, le temps de l'embarquer. Mais si vous voulez, vos compagnons et vous profiter de cette journée pour visiter la caverne, vous pouvez vous rendre à terre. Ce n'était pas une offre que l'on pouvait refuser, et lorsqu'à la nuit le Nautilus repartit,
Ned Land avait réussi à se constituer une sérieuse réserve de cette viande qui lui faisait tant défaut. Pendant des jours, le Nautilus poursuivit sa route. Il traversa la mer des Sargasses, puis mit le cap au sud, par le milieu de l'Atlantique. Je pensais qu'arrivé à la hauteur du Cap Horn, il mettrait le cap à l'ouest, pour rallier les mers du Pacifique, mais il n'en fit rien, et continua à remonter vers les régions australes. Le 14 mars, le Nautilus naviguait en surface et nous nous trouvions sur la plateforme, lorsque nous aperçûmes un troupeau de baleines. « Ah !» s'écria Ned Land. « Si j'étais à bord d'un baleinier, voilà une rencontre qui me ferait plaisir. » Et incapable de se contenir, il demanda au capitaine Nemo la permission de donner quelques coups de harpon. Chasser pour détruire, tuer pour tuer. Je sais bien que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ce passe-temps meurtrier. Laissez donc ces malheureux cétacés, ils ont bien assez de leurs ennemis naturels, les cachalots et les espadons. Justement, un groupe de cachalots apparaissait à l'horizon, se dirigeant vers le troupeau de baleines. « Laissez-moi au moins attaquer cela, ne serait-ce que pour sauver les baleines !»« Le Nautilus va s'en charger. Il est armé d'un éperon qui vaut bien votre harpon, maître Land. » En moins d'un instant, le sous-marin plongea entre deux eaux, ses moteurs furent poussés, et il se jeta au milieu du troupeau menaçant. Ce fut un véritable carnage. Un carnage qui parvint même à écœurer Ned Land. « Je préfère mon harpon. » Chacun son arme. Le capitaine Nemo avait dit ces mots avec un étrange regard. Le 18 mars, après avoir navigué quelques jours au milieu des glaces flottantes, le Nautilus arriva devant un mur infranchissable, la banquise. Cette fois, pensions-nous, le capitaine Nemo va être obligé de faire demi-tour. Nous passerons dessous. Je fis remarquer que nous ne savions pas grand-chose du continent antarctique. C'est justement l'occasion de le découvrir. Et ce diable d'homme, après avoir fait accumuler le maximum d'air dans les réserves du Nautilus, le fit plonger et l'engagea sous la banquise. La mer paraissait libre sous la couche de glace. Pendant des jours, nous avançâmes au milieu d'un univers qui, sous les réflecteurs du Nautilus, resplendissait d'une blancheur immaculée qui finissait par nous éblouir. Le 22 mars, après 4 jours de plongée, une secousse nous arrêta. Un immense bloc de glace avait basculé et nous retenait prisonniers au milieu de ces eaux. À plusieurs reprises, le Nautilus tenta de se libérer en frappant de son éperon. Ce fut inutile. Et l'air n'allait pas tarder à manquer. Le capitaine Nemo, dans cette situation dramatique, n'avait rien perdu de son sang-froid. Il fit délimiter sur le fond de notre prison de glace une superficie qui correspondait aux dimensions du Nautilus, et l'équipage, revêtu des scaphandres, l'attaqua au pic pour tenter d'amincir l'épaisseur de la glace. Bien sûr, Ned Land, Conseil et moi-même, nous étions joints aux équipes qui se succédaient, mais l'eau prenait autour du sous-marin, et nous allions nous trouver pris dans la glace. Pas si nous réchauffons cette eau avec les chaudières du bord. Le capitaine Nemo avait réponse à tout, et son sous-marin était véritablement équipé pour faire face à toutes les situations. L'eau fut réchauffée et le Nautilus resta libre de se mouvoir dans sa prison de glace. Nous avions estimé que 10 mètres nous séparaient de l'eau libre. Lorsqu'il ne resta plus que 3 mètres, comme nous suffoquions à bord et que le manque d'air n'allait pas tarder à nous faire perdre connaissance, le capitaine Nemo tenta une manœuvre désespérée. Il plaça le Nautilus au-dessus de l'alvéole qui avait été creusée, manœuvra ses ailerons pour une plongée verticale et le précipita de toute la force de ses moteurs sur le fond de notre prison. La glace craqua et nous nous retrouvâmes dans l'eau libre. Nous n'étions pas sauvés pour autant. La banquise nous interdisait de faire surface pour renouveler notre provision d'air. Le capitaine Nemo poussa à fond toute la force électrique et mit le cap au nord. Je ne sais combien de temps dura notre course, j'avais perdu connaissance, et lorsque je revins à moi, je me trouvais sur la plateforme où Ned Land et Conseil m'avaient transporté. Et nous remontâmes le long de l'Atlantique, du Cap Horn aux Antilles. Le 20 avril, nous nous trouvions, Ned Land, Conseil et moi, en observation devant les baies du salon, et la conversation roulait sur les poulpes.
Ned Land, se référant aux légendes de la mer, en décrivait d'une taille gigantesque. Moi, l'interrompit Conseil, j'en ai vu un qui entraînait une barque. Où? À Saint-Malo. Dans le port? Dans une église, sur un tableau. Voulant mettre fin à une surenchère verbale qui risquait de s'éterniser, j'expliquai que le plus grand poulpe observé à ce jour avait été surnommé calmar de Bouguer. Ne mesurait-il pas 6 mètres environ? M'interrompit Conseil, qui s'était à nouveau tourné vers la vitre. Précisément. Sa tête n'était-elle pas couronnée de 8 tentacules qui s'agitaient comme une nichée de serpent? Précisément. Eh bien, n'en déplaise à monsieur, si ce n'est pas le calmar de Bouguer, voici du moins un de ses frères. Un poulpe monstrueux faisait escorte au Nautilus. D'autres se joignaient à lui. À ce moment-là, les moteurs s'arrêtèrent et le capitaine Nemo entra dans le salon. Ces poulpes ont entravé l'hélice. Nous allons les combattre corps à corps. Lorsque nous arrivâmes sur la plateforme, le spectacle était hallucinant. Les hommes du capitaine Nemo coupèrent grands coups de hache les tentacules des poulpes. Ned Land, armé de son harpon, se joignit à eux. Soudain, un bras saisit un homme, l'éleva dans le ciel et l'entraîna dans les flots. Le malheureux était perdu. Aucune force au monde n'aurait pu lui porter secours. Et lorsque le combat terminé, je rejoignis le capitaine Nemo, qui auprès du fanal regardait la mer. De grosses larmes coulaient de ses yeux. Pendant des jours, je ne revis plus le capitaine. Je l'entendais seulement la nuit jouer ses airs mélancoliques. Le 1er juin, nous nous trouvions immobiles à quelques mètres du fond par 47 degrés 24 minutes de latitude et 17 degrés 28 minutes de longitude, lorsque le capitaine Nemo entra dans le salon et fit manœuvrer les panneaux qui protégeaient les vitres. « Regardez, monsieur le professeur !» Par tribord sur le fond, une forte extumescence trahissait les restes d'un navire que les coquillages avaient recouvert. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, ou si vous préférez, le 13 prairial des années de la Révolution. Ce jour-là, ce vaisseau, plutôt que de se rendre, a préféré se laisser engloutir avec ses 356 marins. Ils ont cloué leur pavillon à sa poupe et ont disparu sous les flots au cri de « Vive la République !»« Le Vengeur !» m'écriai-je. « Oui, monsieur, le Vengeur. » Un beau nom. Et dans le regard du capitaine, qui, je l'avais compris, chaque 1er juin revenait sur ce lieu, passa une étrange lueur. Nous remontions à la surface lorsqu'un bruit sourd résonna sur les parois du Nautilus. « On nous tire dessus !» m'écriai-je. C'était l'exacte vérité. Parvenu sur la plateforme, je pus apercevoir un navire de guerre qui, à 3 lieues, nous canonnait. « Descendez !» me dit d'un ton sec le capitaine. « Descendez, vous et vos compagnons. »« Monsieur, allez-vous attaquer ce navire ?»« Monsieur, je vais le couler. Mais ce n'est pas à cette place qu'il va périr. Je ne veux pas que ses ruines aillent se confondre avec celles du Vengeur. » J'essayai d'intervenir pour sauver la vie de ces hommes. « Monsieur !» m'interrompit le capitaine Nemo. « Je suis le droit, je suis la justice, je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que j'ai tout perdu, patrie, femme, enfants, mon père, ma mère. Vous ne m'empêcherez pas d'agir. » Le Nautilus plongea. Durant des heures, il manœuvra pour éloigner son adversaire du lieu où avait sombré le Vengeur, et à la nuit, il attendit. Je n'avais pas réussi à savoir quelle était la nationalité de ce navire. Durant les jours qui suivirent, je ne vis plus le capitaine, et j'en étais heureux. Ce massacre épouvantable nous avait décidé à abandonner le Nautilus, un regard de cet homme, que malgré moi j'admirais, aurait pu me désarmer. Un matin, Ned Land, qui avait tout préparé pour s'emparer du canot, vint m'annoncer « C'est pour ce soir 10 heures. » Nous nous trouverions alors à proximité des îles Lofoden, au nord de la Norvège. Quelques instants avant l'heure dite, je quittai ma cabine pour traverser le salon. Le capitaine Nemo s'y trouvait, assis devant son orgue, la tête entre les mains. « Dieu tout-puissant, assez, assez !»
L'entendis-je murmurer. Était-ce le remords qui harcelait cet homme, ou l'aveu d'un désespoir qu'il m'avait toujours caché? Je sortis en silence et rejoignis mes compagnons. Tout était prêt, nous prîmes place dans le canot, et Ned Land commença à détacher les boulons. La mer était furieuse, je me demandais si nous arriverions à la terre. Soudain, un murmure me parvint des entrailles du Nautilus. « Le Maelstrom! Le Maelstrom !» Le Maelstrom, c'était ce gouffre de l'océan glacial auquel aucun navire ne pouvait échapper lorsqu'il passait à proximité. Le capitaine Nemo ne pouvait pas ignorer sa présence. Était-il venu jusque-là pour s'engloutir dans les eaux et disparaître à jamais? De toute façon, notre seul espoir d'en réchapper était de rester avec le Nautilus, qui seul avait une chance de s'en tirer. Ned, qui s'en rendait compte, entreprit de revisser les boulons. Trop tard, une vague avait arraché le canot. Que se passait-il alors? Je ne le sais. Ma tête ayant heurté une membrure de fer, je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, je me trouvais dans une cabane de pêcheurs. Ned et Conseil étaient à mes côtés. Qu'est-il advenu du Nautilus? Je l'ignore. Je souhaite en tout cas que sa robustesse lui ait permis d'échapper au Maelstrom. S'il en est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours l'océan, que sa haine s'apaise, et que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance, pour qu'il ne soit plus qu'un homme au service des autres hommes.